Hold'em Masterclass numéro 73. Payer gagnant à la river. Dans le cadre des tactiques de lecture, nous allons nous pencher sur un cas où la lecture permet de gagner le coup, mais une lecture qui repose non pas sur l'observation du joueur lors des coups précédents, mais seulement sur le déroulement du coup en cours. En plus, comme ce coup se déroule sur Internet, la lecture est seulement tactique et en aucun cas visuelle. Si le coup avait eu lieu en live et non online, il se serait probablement déroulé d'une autre façon. Le jeu en ligne est souvent considéré comme moins riche que le jeu live. C'est vrai et faux à la fois. Vrai parce qu'il faut bien reconnaître que le pan humain, la partie sensible, disparaît du fait de l'écran qui sert de séparation visuelle. Les indices visuels qui peuvent servir pour deviner une faiblesse adverse disparaissent au profit de quelques indices moins sûrs, notamment des indices de temps de réaction de l'adversaire. Mais cette opinion est également fausse dans la mesure où des éléments qui viennent nourrir les critères de décision sont plus tangibles. Le montant exact des tapis qui est affiché à l'écran, les notes que l'on prend sur les adversaires, les statistiques fournies par le logiciel sont autant d'aides à la décision qui donnent un nouveau profil au poker quand il est joué sur Internet. Nous sommes en décembre 2007 dans un tournoi en tête-à-tête à 100 $. Cette hauteur de tapis est bâtarde, car si elle élimine tout joueur débutant, elle ne fait cependant pas peur à certains joueurs de petit niveau, dotés de quelques moyens financiers et qui apprécient les combats singuliers. Il ne faut donc surtout pas conclure que tous les joueurs qui se risquent dans des tournois à 100 $ sont des professionnels ou des cadors. C'est faux. Beaucoup sont des amateurs avec un capital conséquent. Certains sont des joueurs pressés, car il est rare qu'un tête-à-tête dure plus d'une demi-heure. Or, qui dit joueur pressé, dit aussi joueur qui a du mal à se concentrer et qui prend des décisions hâtives. Nous sommes en tout début de tournoi, au 5e coup. Les tapis étaient de 1500 au départ et les blindes sont de 10-20. Notre personnage est Armor, un joueur de bon niveau qui a l'habitude des tête-à-tête. Dans ce genre de tournoi, il faut adapter son jeu à l'adversaire. Si l'adversaire se trouve être un super agressif, adopter la même attitude serait suicidaire. Il vaut mieux essayer de le piéger en sous-marin. Inversement, si l'adversaire est plutôt passif, il est payant de jouer agressivement contre lui car cela va le déstabiliser et cela va nous rendre invisibles à ses yeux. Les 4 premiers coups du tête-à-tête ont été assez mous, nous avons gagné un coup en relançant au flop, ce qui explique notre avance en jetons à 1660. C'est une bonne chose en début de tournoi d'avoir une petite longueur d'avance car cela permet de jouer quelques mains pièges que le joueur ne va pas imaginer voir chez nous. Nous sommes blindeurs, donc nous misons 20. En tête-à-tête, le donneur mise toujours le petit blind, son adversaire mise le gros blind, et le donneur parle en premier pré-flop. Nous avons reçu la pire main possible, à savoir 7-2 dépareillé. Nous nous préparons à l'acheter évidemment. Ces deux cartes n'entrent ensemble dans aucune quinte, dans aucune couleur, et si elles font paire, ce sera toujours une paire moyenne ou basse. Vous constatez qu'elle est classée 169e sur 169 et ne gagne en tête-à-tête que dans 31% des cas. Salavas relance à 60 et nous payons les 40 supplémentaires. Notre adversaire s'appelle Salavas et c'est la première fois que nous l'affrontons, donc nous n'avons aucun historique sur lui. Ici, Salavas relance au triple. Nous ne l'avons pas vu jouer de mauvaise main, il a probablement une paire ou deux grosses cartes, et nous nous apprêtons à jeter la nôtre. Mais le tête-à-tête a un avantage énorme, c'est qu'il permet de jouer des mains surprenantes qui peuvent induire l'adversaire en erreur. Ici, par exemple, si le flop comporte une paire de 2, l'adversaire ne va pas imaginer une seconde que nous avons brelan, car d'après lui, nous n'avons pas pu suivre sa relance avec un 2 en main. Nous avons 40 à ajouter pour voir le flop, ce qui représente moins de 3% de notre tapis. Nous décidons de faire une exception et de payer. Le pot contient 120. Le flop est tricolore, donc il ne permet aucun tirage à couleur. Il ne permet que des tirages à quinte ventro, sauf pour le détenteur de 6-5, qui donne un tirage ouvert. Et sa carte max est le valet, ce qui reste encore vulnérable, car une dame, un roi ou un as menaçant peut venir au tableau ensuite. Ce flop nous donne la deuxième paire. Cette fois, notre main, qui avait une espérance de gain de 31% pré-flop, passe d'un seul coup à 58%, ce qui la rend favorite contre une main prise au hasard. Il faut bien analyser ce chiffre et le considérer avec prudence, car comme Salavas a relancé pré-flop, il a a priori de bonnes cartes, et peut-être même un valet. Or, s'il a vraiment un valet en main, il va gagner le coup plus d'une fois sur 10, contre moins d'une fois sur 10 pour la paire de 7. Nous checkons, Salavas ouvre à 120 et nous payons les 120. Nous ne voulons pas prendre de risques en ouvrant et nous préférons checker. Salavas ouvre à la hauteur du pot, à 120. C'est étonnant d'ouvrir si haut dans la mesure où il n'a aucun tirage à quinte sérieux ni aucun tirage à couleur à craindre.
Si son adversaire n'a rien, il va passer l'ouverture à 120, mais aussi l'ouverture à 50 ou à 80. En ouvrant à 120, Salavas s'expose donc inutilement. D'après nous, il possède deux grosses cartes comme As-Dame, Roi-Dame, peut-être aussi As-10. Il peut évidemment avoir paire de valet, mais dans ce cas, pourquoi ouvrir à 120 ? 80 suffirait vu le peu de danger du flop. Dans la mesure où nous avons payé sa relance pré-flop, dans l'esprit de Salavas, nous possédons un jeu sérieux. C'est faux dans la réalité, mais ce qui compte, c'est notre image sur ce coup. Si nous avions touché Brelan ou si nous avions paire d'As, par exemple, il serait logique que nous essayions de ne pas l'effrayer et de jouer passivement, donc de payer les 120. 120, cela représente 8% de notre tapis. Si nous payons, il nous reste le tapis de départ, mais surtout, nous créons une difficulté pour lui. Nous ne tentons pas de tirage puisqu'il n'y en a pas de sérieux possible. Donc il va déduire que nous avons une main forte. C'est avec ce raisonnement que nous décidons de suivre les 120. Le pot contient 360. La turn est le 3 de cœur, ce qui donne une quinte au possesseur de 5-6 et un tirage à couleur au possesseur de 2 cœurs. Cette carte ne nous apporte rien de plus, mais d'un autre côté, elle ne nous affaiblit pas non plus, car elle n'apporte probablement rien à l'adversaire non plus. Les deux joueurs check. Cette carte n'est pas bien menaçante et il serait vain selon nous d'attaquer d'entrée en ouvrant. Cela permettrait peut-être d'enlever le coup tout de suite, mais en imaginant que Salavas a les valets, il relancerait probablement et nous aurions perdu le coup. Il vaut mieux, au contraire, voir ce qu'il va faire si nous checkons nous-mêmes, comme au tour précédent, car s'il a les valets, il va forcément ouvrir. C'est pourquoi nous checkons. Et Salavas check lui aussi. C'est une information capitale, car il nous confirme qu'il n'a probablement pas la paire de valets. C'est vrai, il nous craint, puisque nous avons juste payé au tour précédent, mais s'il avait un jeu, il devrait ouvrir ici pour avoir de l'information sur nous. Il ne le fait pas, donc nous le voyons sans jeu valable, probablement deux grosses cartes, ce qui confirme notre vision du jeu. La river est le 8 de trèfle, ce qui ne complète aucune couleur, mais peut compléter une quinte pour le possesseur de 9-10. Cette carte ne nous apporte rien de plus et nous terminerons le coup avec paire de 7. Nous checkons, Salavas ouvre à 360 et nous payons. Dans la mesure où Salavas a avoué sa faiblesse en carte au tour précédent, nous pouvons ouvrir ici pour essayer d'enlever le coup. Mais cela présente deux inconvénients. 1. Si Salavas a un jeu, il risque de nous relancer, et nous ne pourrons en aucun cas suivre. 2. Nous ne voulons surtout pas donner de jetons à l'adversaire sans avoir les informations nécessaires. C'est une des précautions élémentaires du jeu en tête-à-tête. En revanche, checker a deux avantages. 1. Comme nous avons checké 2 fois de suite, Salavas peut penser que nous n'avons rien et peut essayer de bluffer. C'est une séquence d'enchères très classique. 2. Cela nous permettra peut-être de voir le jeu de Salavas, ce qui est important ici car nous allons savoir avec quel type de main il relance pré-flop et s'il a bluffé au flop. C'est pourquoi nous préférons checker. C'est vrai, ce jeu est passif. Il n'est pas conforme à ce qui se fait habituellement en tête-à-tête, mais nos arguments sont éclairés par le déroulement du coup. Salavas ouvre à 360. Une fois de plus, il ouvre à la hauteur du pot. S'il avait quinte, il ouvrirait beaucoup plus bas. Idem s'il avait brelan. En ouvrant à la hauteur du pot, il procède exactement comme s'il voulait le gagner sans abattage. Or, quand on regarde les enchères de Salavas, on se doute qu'il n'a probablement pas de valet en main, c'est vrai, mais plutôt deux grosses cartes. À part le valet, il n'y a aucune grosse carte au tableau. Donc d'après nous, le seul jeu qu'il possède est un as ou un roi, voire une dame. Il peut aussi posséder une paire en main, mais encore une fois, cette paire n'a probablement pas fait brelan, sinon il ouvrirait moins fort à la sortie pour nous pousser à payer. Ce que nous craignons le plus ici, c'est la paire de 10 en main et la paire de 9 en main. Mais ces deux mains sont autrement plus rares que toutes les autres mains qu'il peut posséder et contre lesquelles nous gagnons. C'est la raison pour laquelle nous pensons que nous avons de bonnes chances de gagner l'abattage avec nos 7. Si nous payons les 360 et si nous perdons, il nous restera 1160, ce qui est loin d'être ridicule pour la suite du tournoi. Et si nous gagnons, nous passons à 2200, soit plus du double de l'adversaire, et cela nous donnerait un avantage énorme sur lui. Donc nous payons. Le pot contient 1080. Salavas abat seulement dame 2, ce qui ne lui donne aucune paire. Il était en plein bluff. Nous gagnons le coup et notre tapis passe à 2200 contre 800 pour notre adversaire. La leçon du jour porte sur le value call de fin de coup. Il s'agit d'une enchère que nous faisons pour payer l'enchère finale de l'adversaire avec un jeu faible ou moyen, mais qui nous paraît avoir une bonne chance de gagner. Ici, Salavas attaque dès le départ. Armor le laisse faire son continuation bet. S'il avait préféré ouvrir au flop, il est probable que Salavas aurait passé tout de suite et Armor aurait gagné seulement 60 sur ce coup. L'erreur que fait Salavas au flop est d'ouvrir à la hauteur du pot. Comme le flop ne présente pas de danger spécial, il lui suffisait d'ouvrir moins fort, à la moitié ou aux 2 tiers, sans prendre de risque.
Au lieu de cela, il essaye de toute évidence d'enlever le pot. C'est ce qui pousse Armor à payer. Et en payant, au lieu de passer ou de relancer, Armor fait peur à Salavas. Car en général, quand on paye une ouverture au flop, c'est qu'on piège avec un très bon jeu. Du coup, les deux joueurs check à la turn, et Armor obtient alors une autre information importante. Salavas était probablement bluffeur au flop sans valet. Dès lors, la stratégie du coup est claire pour Armor. 1. Si la dernière carte n'est pas menaçante pour lui, Armor va faire un check call, sauf si l'ouverture de Salavas est trop haute, auquel cas il préférera passer et laisser le coup à Salavas. 2. Si la dernière carte est menaçante pour lui, par exemple un As, Armor va faire un check fold, c'est-à-dire qu'il ne suivra pas l'ouverture de Salavas. Il se trouve que la river n'est pas menaçante, et Armor check. Il applique ce faisant sa stratégie. L'ouverture à la hauteur du pot de Salavas est douteuse, et Armor se voit toujours favori à l'abattage, donc il paye. Mieux, si la river avait été un As ou un Roi, finalement Salavas aurait probablement checké lui aussi, car il est probable de son point de vue qu'Armor lui tendait un piège. Seule la river Dame pouvait faire gagner Salavas finalement, et Armor doit sa victoire à la lecture qu'il a eue du coup, car si une Dame était arrivée, Armor aurait passé au final, et le coup lui aurait coûté seulement 180, ce qui aurait juste rééquilibré les deux tapis pour la suite du tournoi. C'est grâce à la lecture qu'il a eue de Salavas au fil de ce coup qu'Armor paye à la fin et gagne le coup. Jouer avec ses propres cartes est insuffisant. Il faut aussi jouer avec les cartes que l'on pense trouver chez l'adversaire. S'il connaissait davantage Salavas, Armor aurait aussi joué avec sa personnalité et ses habitudes de jeu. Il s'avère ici qu'Armor a vu juste, car quand on y regarde de plus près, Armor ne s'expose qu'une seule fois dans ce coup, pré-flop, quand il décide de payer la relance avec 7-2 dépareillé. Une telle action ne peut se faire que pour piéger l'adversaire et à un moment où Armor a l'avantage en jetons. Elle doit évidemment rester exceptionnelle. C'est aussi grâce à cela que Salavas a checké à la turn, car il craignait être battu par une main nettement plus forte que 7-2. Comme quoi la lecture est double ici. D'une part, la lecture que le joueur a sur son adversaire, d'autre part, la lecture biaisée que l'on donne à l'adversaire et qui l'induit en erreur.